les cultures particulières, évidemment, c'est Herder. Donc, il y a quelque chose chez Humboldt qui prolonge Herder. Mais alors Kant, évidemment, mais ça c'est... comment le situer par rapport à Kant? Mais je crois que Kant lui a permis, ou Kant peut encore nous permettre de nous déprendre de l'idée que le langage serait un système de signes pour dénoter des objets voilà, réels. Donc il y a le champ du transcendantal, au fond, qui est antérieur à... Donc il y a un champ de constitution des objets, enfin, je pense que... et je pense que la pensée de Humboldt, et donc sa pensée de la langue comme vision du monde, c'est ce champ préalable, cette ouverture signifiante. Enfin, ce serait toute une autre conférence à faire, naturellement, là-dessus. Et alors, je pense qu'il y a une aspiration leibnizienne, il y a quand même une perspective universelle qui est de cet ordre-là. Enfin, voilà ce que je peux vous dire comme ça, très schématiquement, mais ce serait une autre conférence, évidemment. Voilà. J'aurais une question. On lit dans la première citation, les paroles jaillissent spontanément dès la poitrine, sans nécessité ni préméditation. Oui. Puis, d'un seul coup, on lit la forme et connaît la solidarité de la conscience humaine, puis dans un don de la divinité et qui dépasse tout son pouvoir logé dans sa conscience, et vers la fin, on retrouve la langue jaillit de la bouche d'une nation. J'aimerais savoir s'il y a des modèles du corps et ou de la conscience sous-jacent, où on retrouve quand même des couples de termes, et donc si par exemple après poitrine et ou bouche sont utilisés juste métaphoriquement, ou s'il y a vraiment un modèle corporel et ou de la conscience. Oui, j'essaye de voudrais être sûr de vous avoir bien compris. Donc, ce qui vous frappe, ce sont ces références corporelles, c'est ça. Donc, oui. Ben, je pense que... Attends, c'est dans ma première citation, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Jaillit spontanément de la poitrine. Et puis, on revient vers la fin. Donc, on élargit le sujet. Jaillit de la bouche. Mais entre-temps, il a quand même nommé les mots conscience. Ben, écoutez, oui, c'est une question difficile, évidemment. Je pense que c'est, dans un premier temps, ce sont des métaphores. Enfin, c'est jailli de la poitrine de l'homme. Enfin, je n'avais jamais approfondi ça. Voilà, votre question m'embarrasse un petit peu, c'est très bien comme ça. Et de toute façon, je vais vous dire ceci aussi, c'est que, je vous ai livré tout ce texte, mais vous êtes confronté à un texte d'une grande densité, où il y a beaucoup d'idées, ça file un peu dans toutes les directions, si vous voulez. Moi, je n'ai fait que porter l'accent sur cette question des débuts du langage. Mais par ailleurs, il y a alors aussi... là, ça, indirectement, c'est une manière aussi de répondre, de prolonger ce qui a été dit. Dans le style même de ce texte, que je trouve très beau, il y a quelque chose, il est resté un peu un homme du XVIIIe siècle. Il y a quelque chose qui est dans le ton même, c'est un peu rousseauiste, ou c'est un peu comme Herder, enfin quelque chose de littéraire et voilà, donc mais voilà, ça resterait à approfondir. Donc j'ai pas de vraie réponse à votre question. Je note le problème. Oui, est-ce qu'on pourrait... À un moment, il y avait aussi cette idée que c'était un don de la divinité. Voilà, et donc c'est une toute autre métaphore. Alors donc c'est plus qu'une circonstance, une des multiples circonstances qui entourent cette espèce d'origine imaginaire du langage.
Alors la divinité, donc ça force à voir la socialité comme un petit peu moins libre que l'expression du premier paragraphe le dit, mais plutôt comme précisément instituée par des dieux, par des forces lointaines, et qui s'imposent à tous. Donc, oui, mais... Voilà. Et est-ce que c'est un filon qui a été creusé par lui? Non, mais je dirais, ça m'a surpris. Pas du tout, ce n'est pas un esprit religieux, je dirais. Voilà. Il y a une mise au point. Voilà, je voulais livrer les éléments. Donc récemment, j'ai trouvé ça. Donc ce n'est pas une pensée qui... une ontothéologie, enfin comme diraient certains, voilà, il y a... Non, je dirais c'est plutôt par le détour de... on constate que ça a lieu. Voilà. Ça a lieu, nous n'en sommes... Il y a quelque chose qui se produit, hein, dont nous ne sommes pas vraiment les auteurs. Ça, voilà. Je pensais à un usage de divinité analogue à celui que fait Durkheim du mot religion. D'ailleurs, si on lit les textes attentivement... Mise en place d'une extériorité fondatrice pour une société, qui en est la destinataire exclusive ou singulière en tout cas, et la destinataire qui ne peut pas échapper à ce mandat en tout cas. Donc, je pense que ce que j'ai compris, il n'y a pas au départ cette extériorité fondatrice. Il en vient plutôt, et si vous lisez ça attentivement, à se dire, mais finalement, on ne peut pas l'exclure. Voilà. Donc, j'avais retrouvé ces différents passages, je les ai livrés par ordre chronologique. Donc dans le premier passage, là il n'est pas question de Dieu, donc ce n'est pas une invention de l'homme, ni un produit de la nature. Ah ben on est quand même surpris, c'est pas... Alors que c'est une pensée humaniste, donc il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas une invention de l'homme. Ça dépasse son pouvoir logé dans sa conscience. Bon là il n'est pas question de Dieu, j'ai simplement livré ça, ça me semble être une sorte d'étape. Alors il y a donc la deuxième citation, et oui, il y a une sorte de dialogue intérieur, hein, ou de dialogue avec d'autres penseurs. Alors certains disent, voilà, les mots sont les signes représentatifs des idées et des objets, le but des langues est de s'entendre mutuellement, etc. Alors, il y a cette phrase que je trouve assez remarquable, il s'ensuit qu'on ne regarde les langues point comme des découvertes que l'homme est étonné de faire sur lui-même, mais comme une invention qui doit son origine à un arrangement mutuel. Alors moi je trouve que c'est la phrase remarquable pour moi. C'est une découverte que l'on est étonné de faire sur soi-même. Donc quelque chose a eu lieu, que nous sommes, qui nous porte, mais dont nous ne sommes pas véritablement les inventeurs. Bon, et donc je pense que ça c'est important. Ça me semble assez proche d'une forme de phénoménologie. Et alors il se dit, on pourrait dire exactement le contraire. Hein, et alors c'est là que un autre discours qu'il cite, il le cite, donc il reprend en partie à son compte. Et il en vient à dire, les langues ne sont ni sa découverte, ni son invention, mais un don de la divinité. Voilà. Et alors, il y a la troisième citation, où là, j'ai mis, il y a une formule que j'ai mise entre crochets, parce que j'ai lu dans une édition critique que les deux mots « par Dieu », il l'avait retranché de l'édition publiée. Donc il y a un manuscrit où il dit « La langue doit être, c'est mon entière conviction, considérée comme déposée immédiatement en l'homme, car on ne saurait pas du tout l'expliquer comme l'œuvre de l'entendement opérant dans la clarté de la conscience. » Ça c'est le texte qui a été publié. Alors il paraît qu'il y avait dans un manuscrit « déposé immédiatement en l'homme par Dieu ». Donc voilà, là à nouveau, il y a quelque chose qui, je dirais, c'est pas une pensée une déduction à partir d'une extériorité fondatrice, mais comme un cheminement phénoménologique pour dire, après tout, n'y aurait-il pas quelque chose comme
comme un don de la divinité. Et alors il y a donc l'autre, la dernière phrase. Donc si vous voulez, c'est beaucoup plus prudent. Voilà. Enfin, j'espère que j'ai précisé, mais ça m'intrigue beaucoup. Voilà, je vous ai livré les choses telles que je les ai découvertes récemment. Voilà. Il n'y a pas d'autre... Moi, je voulais dire une chose, je vais faire une petite remarque, et en déplaçant un petit peu mon attention, en fait, ce qui m'intéresse souligner un petit peu, c'est le rôle joué par Humboldt, en fait, qui est essentiel dans l'histoire épistémologique des idées linguistiques. Et c'est pour cela que je dis que Merleau-Ponty arrive à son idée de phénoménologie langagière par Saussure, mais c'est un Saussure qui connaissait bien Humboldt. Mais bref, mis à part cela, Humboldt, dans l'histoire des théories linguistiques, en fait, représente une sorte de marqueur fondamental de déplacement, premièrement de déplacement du grand débat ontologique sur le langage, c'est-à-dire il déplace la question sur l'origine du langage du débat conventionnalité et naturalité du langage à un débat entre la circularité constitutive entre langage et langue. Langage pris, comme vous l'avez bien dit, en tant que faculté et aussi en tant qu'activité par nature, par constitution différenciatrice, et langue qui sont à la fois comme produit, comme résultat, mais comme ressortant toujours d'une activité en quelque sorte. Il y a cette circularité virtueuse et pas et ça c'est une première chose. Et Humboldt, c'est une des citations que vous avez marquées, dit à ce propos la question de l'origine devient énigmatique, on ne pourrait pas y répondre. Les langues, le devenir des langues échappe ou à la conscience, soit à l'observation. Donc c'est intéressant parce qu'il y a chez Humboldt un germe, mais comme vous l'avez dit, à l'intérieur des écrits très denses, de problématiques épistémologiques très fortes. Et en fait, quel est le résultat et la place de Humboldt dans l'histoire des théories linguistiques? C'est très simple. La société linguistique française qui interdit à la fin du 19e de poser toute problématisation sur l'origine des langues, justement. Donc c'est pour cela que Humboldt signe vraiment un point incontournable de variation dans l'histoire des théories linguistiques. C'est à partir de cela que je pense, c'est pour cela que je ne serai jamais convaincu de dire que Saussure est un structuraliste, je dirais plutôt qu'il y a un linguiste qui a été aussi reçu comme un structuraliste. Quand Saussure dit, et je parle du cours là, du cours de linguistique générale, le langage est quelque chose qu'il faut observer de façon simultanée de deux points de vue, langue-parole, signifiant, signifié, socialité individuelle, etc. Justement, essayer, de mon point de vue, de proposer une stratégie épistémologique de réponse à cette problématisation humboldtienne que vous avez bien mis en évidence, parce que finalement, Humboldt n'arrive pas à répondre à la question comment l'unicité de la faculté de langage, non pas dans le langage mental comme pensait Chomsky, là je suis d'accord, se manifeste dans une diversité qui est tout aussi constitutive de cette unicité de la praxis langagière et de la faculté de langage. Et je pourrais même aller plus loin et dire que Humboldt était connu par des linguistes structuralistes très formalistes comme Irmschlev, mais je passerai. Ce qu'il est intéressant par contre pour moi, c'est que dans une autre ligne de réception de l'idéalisme linguistique de Humboldt, en Italie, entre la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, et même après, il y a toute la linguistique qui commence avec Ascoli et se termine avec Tullio de Moro, qui en fait se retrouve dans cette problématique humboldtienne de comprendre et définir quel est le lien vertueux et non pas vicieux entre unicité du langage et diversité langagière. Donc c'était juste une remarque pour dire que la place de Humboldt est centrale dans les idées des théories linguistiques, et si on relit aujourd'hui, comme on fait aussi l'histoire des théories linguistiques structuralistes, pas l'anthropologie structurale évidemment, on se rend compte que le structuralisme linguistique du début du XXe siècle est beaucoup plus humboldtien qu'on ne le croit pas. Et voilà, c'était juste une
Oui, un merci, commentaire. mais ça me fait plaisir, puisqu'on a déjà eu cette discussion il y a 2 ans, on avait correspondu là-dessus, donc voilà, c'est bien ça. Mais je suis, évidemment, là, je ne suis pas informé de tout, hein, donc notamment l'Italie, la linguistique en Italie, donc je prends note de ce que vous voulez dire, oui. Alors là, c'est moi qui poserai une question. Donc vous employez le mot épistémologie, problématique épistémologique. Et je le dis d'autant plus parce que si la pratique de Humboldt est une pratique que l'on pourrait qualifier naïvement comparatiste, quand je dis naïvement, c'est entre guillemets évidemment, ce qu'il est intéressant que la linguistique est saussurienne et immédiatement post-saussurienne se configure comme une élaboration théorique et analytique des différences linguistiques et comme une pratique comparatiste par définition. Donc le comparatisme devient en fait la stratégie épistémologique descriptive qui propose une sorte d'épopée ontologique sur la question de l'origine des langues et des différences des langues et se contente d'une pratique descriptive. Oui. Donc c'est une sorte de confirmation que la réponse humboldtienne, que la question du rapport entre langage et langue est énigmatique. En fait, l'épistémologie linguistique la confirme parce qu'en fait, si on lit les linguistes, c'est très intéressant parce que si on lit, par exemple, les fondements d'une théorie du langage de Hjelmschleb, écrit en 1943, tout le temps, il répète constamment qu'il refuse de prendre positionnement sur n'importe quelle question ontologique sur le langage. Et alors, il faudrait se poser la question pourquoi autant de linguistes de la première moitié du XXe siècle répètent cet engagement sur ce désengagement ontologique. Et c'est parce qu'il avait bien conscience, probablement, qu'on était en face de cette énigme que déjà Humboldt avait essayé de résoudre, de discuter, et il n'avait pas trouvé une solution. Oui. Alors, bon, je comprends un peu mieux. J'aurais envie d'ajouter quelque chose, parce que, donc, avec cette question, donc, l'articulation de la particularité des langues et de l'universalité, une des difficultés, c'est ça a été dit, bien entendu, par